Bienvenue au Polysécure épisode spécial. Je suis accompagné de Achille. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour Nicolas, merci de m'accueillir. Écoute, donc moi je suis Achille Morin-Lemoine, je suis un des fondateurs de Sirius, qui est une solution de gestion du risque humain en sécurité. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose une solution SaaS qui permet aux responsables sécurité d'engager leurs équipes sur les sujets de sécurité. On a plusieurs leviers dont l'objectif est donc d'intéresser les collaborateurs à ce vaste sujet qu'est la sécurité. C'est très intéressant. Puis justement, on démarre notre premier enregistrement au mois d'octobre, le mois de la cyber. Donc, c'est un mois justement qui est fait pour la sensibilisation des utilisateurs, de les aider à progresser et aider les organisations. Donc, j'ai eu l'idée qu'on discute de bons et de moins bons exemples de communication qui sont faits justement pour aider les gens à mieux calibrer leur campagne de sensibilisation pendant ce mois de la cyber. Très bien, c'est une très bonne idée et surtout que j'ai la chance de pouvoir discuter avec pas mal de responsables sécurité, donc je pense qu'on va pouvoir aborder quelques exemples pertinents. Oui, absolument. Est-ce que tu peux commencer avec justement un bon exemple? On va commencer par du positif. Allez, commençons par du positif. Je pense que dans tous les cas, ça va être peut-être une alternance et une opposition entre des points plus ou moins positifs. Je pense qu'une des choses les plus primordiales et ce qui nous on voit au quotidien qui fonctionne le mieux, c'est quand le ou la responsable sécurité s'approprie les enjeux business. Ça peut paraître facile dit comme ça ou en tout cas générique, mais ça l'est pas du tout. C'est pas du tout un réflexe de tous les professionnels. L'idée, c'est que la sécurité doit être au service du business et qu'il faut absolument, pour ce faire, pour servir correctement les business, il faut absolument connaître les enjeux opérationnels des métiers, des différents services dans l'organisation. Et donc, ça demande du temps qui est incompressible. Il faut aller passer du temps sur le terrain avec les opérationnels, discuter avec eux, comprendre leur métier, vraiment ce qu'ils font, avant d'essayer de créer de la sécurité autour d'eux et en plus avant de les contraindre en quoi que ce soit. Et de ce qu'on voit, c'est le premier pilier, on va dire, qui est absolument essentiel pour que la sécurité, pour établir une culture de sécurité qui soit saine et pour que la sécurité soit considérée comme la plus respectueuse, on va dire, du quotidien de tout le monde. Et je pourrais faire le pendant négatif, en fait. Très souvent, ce que j'observe, c'est que quand on pose la question, typiquement à des RSSI, à des DSI qui font de la sécurité, la question étant est-ce que vous avez passé du temps avec vos équipes? Est-ce que vous avez vraiment demandé à vos commerciaux quels sont leurs enjeux du quotidien, à vos comptables quels sont leurs enjeux du quotidien? On se rend compte que finalement, parfois, la vision est un petit peu superficielle. Et tant qu'on ne comprend pas exactement les problématiques métiers auxquelles sont confrontés les collaborateurs, on ne peut pas bien les sécuriser, tout simplement. Absolument, je vais renchérir là-dessus parce que de mon expérience également, l'adhésion est beaucoup plus facile des utilisateurs et des employés quand on s'adresse à eux dans le langage qui est le leur, on n'arrive pas comme des 10 spécialistes de notre tour d'ivoire puis on impose des choses à des gens qui on n'en peut rien à foutre de ce qu'on fait là, sérieusement. Là. C'est exactement ça et ça je le retrouve souvent, tu vois, cet aspect, cette opposition presque en fait entre les départements et la sécurité. Il y a presque une tension en fait qui se crée parce que en fait la sécurité ils comprennent pas de toute façon ce qu'on fait et ça peut mener à de la défiance, ce qui est absolument contre-productif pour la sécurité d'avoir des utilisateurs qui sont contre ça. S'en ficher, c'est une chose, mais aller à l'encontre parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas compris et que nos enjeux ne sont pas pris en compte, c'est vraiment le pire et ça amène à un retour sur investissement négatif de la sécurité. Donc, c'est absolument nécessaire de faire ce travail-là.
Ouais, puis de comprendre les sources métiers, justement, parce que chaque entreprise ou chaque métier dans l'entreprise ont des soucis qui leur sont propres. On n'est pas toujours dans le même gabarit. Puis c'est un des erreurs qu'on fait aussi également en communication cyber, c'est de prendre pour acquis qu'on utilise toujours la même approche pour tout le monde. Donc, on uniformise parce que c'est plus simple pour nous, mais c'est pas simple pour celui qui reçoit, là. Absolument, absolument. Ça, tu vois, c'est un problème auquel on est confronté assez souvent et qu'on essaye d'ailleurs de régler, tu vois, avec la plateforme qu'on utilise. Je suis pas là pour la vendre ou quoi que ce soit, mais tu vois, on mise pas mal sur la personnalisation dans les modules de sensibilisation, notamment, qui sont différents par vertical métier. Parce que on sent que c'est ça qui drive l'engagement. J'ai un bon exemple avec ça, c'est les populations techniques. Tu vois, si tu arrives devant un développeur et que tu lui dis, voilà, la cybersécurité, en fait, c'est important. Les datas, je sais pas trop si tu sais ce que c'est, mais il faut que ce soit bien sécurisé. Et fais attention quand tu reçois des appels de ton président. Et il va me dire, mais de quoi tu me parles en fait? Oui, je sais ce que c'est qu'une data, merci. Et non, je reçois pas des appels pour faire un virement par PayPal. Enfin, de quoi on parle? Et donc, ça peut être amusant. Je te vois sur la vidéo qui rigole, mais en fait, c'est réellement, c'est ça. La plupart de la communication, enfin, souvent, on tombe sur la communication cyber qui est généraliste. Et en fait, ça marche pas pour cette raison-là. Oui, ben en plus, il faut l'adapter par concept, par contexte aussi. Là, on parle d'adaptation par contexte métier, mais il faut aussi par contexte saisonnier. Puis là, en pratique, pour basculer sur des grands moments, les grands congés, par exemple, le congé de Noël qui s'en viennent ou les congés d'été, entre autres, qui sont deux grands changements dans l'entreprise qui amènent plusieurs choses, ou lequel il faut aussi être conscient des éléments saisonniers qui ont lieu, justement, de comprendre qu'il y a des humains en arrière de ces choses-là. Puis c'est ça aussi, puis ça me fascine parce que le premier, je remarque que les gens en cyber, on parle comme s'il n'y avait pas d'humains. Comme si c'était des machines, puis juste parce qu'on programmait quelque chose, ça devait fonctionner correctement par la suite, là. Ouais, exactement. Je pense que tu as tout à fait raison. Il y a aussi ce contexte saisonnier, tu l'as bien dit, qui change en fonction du contexte. Et j'irais même plus loin, au-delà de la récurrence de certains événements, les congés, les grandes fêtes. Il y a aussi un contexte d'entreprise, tout simplement. Est-ce que si vous êtes un cabinet comptable et que on est en mars à la clôture des comptes, ben oui, c'est forcément plus tendu. Et dans ce cas, la probabilité pour que un comptable tombe dans le piège de un mail extérieur qui lui demande de faire vite un virement ou qui lui demande une info un peu confidentielle, elle est plus élevée, forcément. Si vous êtes dans l'industrie manufacturière avec un gros pic de commandes au niveau des fêtes de Noël, bah forcément, à ce moment-là, 2, 3 mois avant Noël, ça va être un moment plus propice, on va dire, aux erreurs. Et ça, il faut absolument le prendre en compte. Et ça, c'est du travail au cas par cas qui se fait, et je refais le lien sur ce que je disais tout à l'heure, qui se fait sur le terrain, parce qu'on sait, on connaît les enjeux et on sait exactement les moments où effectivement ça va être un petit peu plus tendu. Oui, puis il faut en tenir compte justement des préoccupations. Puis on revient toujours au fait qu'il faut que les gens comprennent la raison pourquoi on fait les choses aussi. Puis c'est un élément dans lequel on est. Parce que j'ai pas vu de bons exemples encore. Puis là, je suis dans les exemples, les contre-exemples, c'est-à-dire les mauvais exemples, c'est-à-dire de parler dans un jargon technique aussi. Le vocabulaire qu'on utilise pour communiquer a beaucoup d'importance. Et justement, tu mentionnais la fraude du président à quelqu'un qui ne peut pas être affecté par ça. Mais l'usage d'un vocabulaire approprié et non technique aussi est très important pour aider, là. Absolument, absolument. Ça, le langage, on revient sur ce que tu disais tout à l'heure, utiliser le langage de l'interlocuteur qu'on a en face, c'est extrêmement important. D'ailleurs, je peux aller plus loin. On parle de la différenciation par métier, par service. Il y a aussi évidemment la question de la communication avec les dirigeants, les directions générales, le COMEX. Si on va voir un CFO et qu'on ne mentionne pas le risque direct financier, les répercussions financières, ben ça marche pas. Si on va pas voir le CEO en parlant des risques d'image sur la société, ça marche pas. Pareil pour les opérationnels, pareil pour les commerciaux sur la perte potentielle de business. Ça semble évident dit comme ça, mais en fait, c'est souvent pas assez ou peu réalisé pour de vrai. Et c'est pas si compliqué que ça en réalité. Et c'est toute
la nuance, on va dire, de ce métier, ce qui fait aussi la beauté, je trouve, de la sécurité, c'est qu'en fait, on est confronté à toutes ces facettes du business et qu'il faut qu'on les aborde chacune d'un angle différent. Donc ça fait un petit peu plus de travail, mais c'est aussi ce qui rend la chose plus riche, je trouve. Ben, plus utile, on parlait de retour sur investissement. Là, on essaie d'être dans un retour d'investissement positif et non négatif, comme tu as mentionné précédemment. Justement, d'adapter à son interlocuteur et justement de ne pas le traiter comme un imbécile. Puis c'est aussi un angle aussi qui, malheureusement, pris de notre côté, comme quoi on possède la bonne information et l'autre est justement imbécile parce qu'il ne comprend pas notre position de cyber. Et quand dans les faits, c'est nous à l'aider à comprendre notre position de cyber, à mesurer le risque réel qui est associé à ça. Là. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est très important de ne pas mettre de hiérarchie. On en parlait tout à l'heure de hiérarchie avec l'utilisateur. Je pense que, d'ailleurs, je recoupe avec une bonne pratique, puisqu'on est là notamment pour ça. Un aspect très positif pour faire comprendre à l'utilisateur qu'on le valorise, c'est arriver à le responsabiliser, mais sans le blâmer. Et ça, c'est assez compliqué comme équilibre à trouver. La difficulté, c'est d'arriver à faire comprendre que l'utilisateur en face a une responsabilité dans ses actions du quotidien. Et ça, ces responsabilités, il peut les comprendre que si vous avez fait l'effort de comprendre ce que lui vit au quotidien. Donc ça, je reboucle sur ce que je disais. Mais il y a aussi un aspect très important qui est il faut que l'utilisateur se sente libre de faire des erreurs. Et ça, c'est un aspect souvent qui manque également. Il y a une notion presque de peur, en fait, de la sécurité quand face aux collaborateurs, on va dire. Et trouver cet équilibre entre montrer à l'utilisateur qu'il a un rôle à jouer dans la sécurité, que le ou la responsable sécurité est là pour lui ou elle, mais qu'il y a quand même un rôle important et qu'il est capable, cet utilisateur, de faire des erreurs en même temps dans un cadre protégé, c'est un équilibre qui est essentiel, mais qui est très complexe à trouver parce que ça veut dire qu'il faut les protections techniques quand même à disposition. Il faut le cadre, on va dire, qui est favorable pour faire les erreurs. Mais ça demande, je dirais, une certaine culture d'accepter que le collaborateur puisse faire des erreurs pour peu qu'il y ait communication. C'est OK de faire une erreur si derrière, il y a un reporting, derrière, il y a une explication et il y a une forme d'assurance que ça ne se reproduira pas. Mais ce cadre-là, je trouve, est très difficile, comme dans l'éducation d'un enfant. On ne le traite pas comme un bébé toute sa vie. Absolument, j'aime beaucoup cette idée-là de permettre l'erreur. De toute façon, l'apprentissage, c'est des erreurs non répétées. C'est comme ça que les humains apprennent, donc inévitablement. Puis ça nous ramène donc à l'enfance, à comment on aborde les enfants, comment on amène ceux-ci à grandir et à progresser. C'est de leur permettre de faire des erreurs, mais pas des erreurs dangereuses, on s'entend, là, des erreurs contrôlées, on va dire, dans une certaine balise. Et de ces erreurs-là, les enfants vont apprendre et vont grandir là-dedans, ils vont apprivoiser le monde qui les entoure et donc avancer avec ce genre de choses-là. Si on ne permet pas ça en entreprise, on ne permet pas aux gens d'apprendre le cyber, on ne leur permet pas de faire l'erreur et d'éviter, puis là, les conséquences négatives de punir l'erreur. Là, il faut faire la différence entre la faute et l'erreur. La faute, il y a une certaine forme de négligence. Dans le cas de l'erreur, c'est de bonne foi. La personne ne fait pas ça parce qu'elle est mal intentionnée ou elle est négligente. Donc, de permettre ça, puis justement d'encadrer et de bien saisir, soit d'aider à donner de la formation supplémentaire. Dans certains cas, peut-être que la formation n'a pas bien fonctionné parce qu'on a mal véhiculé le message ou la personne ne saisit pas la pleine portée de son geste aussi, parce que ça arrive. Surtout dans le monde virtuel, on n'est pas né avec ça. Il n'y a personne qui est dans le ventre de sa mère qui avait un appareil dans les mains. Donc, on a une bonne dose d'apprentissage à faire avant de maîtriser ça. Et étonnamment, même les jeunes qui sortent des écoles maintenant n'ont pas cette formation-là ou cette sensibilité-là parce que c'est nouveau le fait qu'on a la fluidité de l'information qu'on doit la protéger et la contrôler. Avant, dans les villages, on n'avait pas ce contrôle-là à exercer, on n'avait pas ce genre de choses à faire que maintenant on a à exercer un énorme contrôle sur notre information, à faire attention.
Et au lieu d'avoir peur du serpent qui va se faufiler dans les buissons, mais maintenant, on doit avoir peur du malveillant qui est sur Instagram. On n'est pas dans le même univers du tout. Donc, c'est très difficile de nous ramener dans ces choses-là. Et de fond, j'aime bien de faire puis boucler sur ce que je dis, c'est pas traiter comme des enfants de façon condescendante, mais d'aborder ça comme des enfants, comme de façon à ce que c'est des êtres qui ont besoin d'apprendre et de maîtriser un monde nouveau. Absolument, c'est une très bonne analogie que tu donnes. Moi, j'aime bien la notion de psychological safety, qui est une notion de communication pour faciliter la communication, notamment en entreprise. Et je pense qu'en sécurité, c'est pareil. En fait, tu as besoin que ton utilisateur, il sente qu'il est dans un environnement contrôlé et donc que toi, responsable de la sécurité, tu es là à son service, tu es là pour le protéger, comme un parent pour son enfant qui est là pour le protéger, et qu'en même temps, tu l'autorises à faire des erreurs. Et tu vois, c'est exactement ce qu'on fait en sensibilisation au phishing. Alors, on peut en débattre sur ce sujet grandement, mais le gros avantage de la simulation de phishing, c'est que tu permets un cadre d'erreur, tu permets à ton utilisateur d'avoir un tuteur contre lequel se confronter, on va dire, un espace sécurisé où tu lui dis, voilà, cette fois-ci, c'était une erreur. Par contre, il faut que tu apprennes et il faut que tu comprennes les enjeux qui sont associés. Moi, je vais faire tout ce qui est en ma capacité pour ne pas que ces mails, si je prends cet exemple-là, arrivent à toi. Comme un adulte qui dirait je te protège des dangers de la vie extérieure. Par contre, ces dangers-là vont forcément arriver, c'est la vie, et c'est pareil en cybersécurité. Ces dangers-là vont forcément quelque part faire surface, et c'est la vie d'une entreprise, c'est la vie de tout système d'information. À toi, une fois avec les outils auxquels je t'ai donné accès, avec l'apprentissage dont tu as bénéficié, de faire face quand le moment quand le moment viendra, de faire face à ces dangers-là. Et je reboucle sur une autre notion qui est extrêmement importante dans cette notion de psychological safety, c'est la capacité à communiquer. On parle de faire des erreurs, mais également à communiquer ces erreurs sans se sentir jugé, sans se sentir en danger également. Et pour ça, il faut qu'il y ait un canal de communication qui soit sans cesse ouvert avec l'équipe sécurité. Et ça, tu vois, c'est un conseil que je donne très souvent avec nos clients ou les responsables sécurité. C'est d'avoir une manière directe et très facile d'accès pour toutes les équipes à l'équipe sécurité, que ce soit une ligne directe de téléphone, que ce soit une adresse unique sécurité qu'on met en avant dans toutes les communications. En fait, il faut que chacun et chacune en entreprise sente que l'équipe sécurité est là et elle doit communiquer un maximum autour de ça pour montrer que c'est non seulement la porte est ouverte, mais en plus c'est une sécurité qui est proactive, quoi. On est là à la moindre question. Et quand j'entends certains experts qui me disent que oh là là, c'est embêtant, j'ai mes utilisateurs qui me remontent, qui me transfèrent certains mails en me demandant si c'est du phishing. Ben oui, forcément, on peut pas tout gérer, ça peut pas le faire s'il y en a 1000 par jour, mais d'un autre côté, c'est aussi le signe qu'ils se sentent suffisamment à l'aise pour ne pas se sentir jugés et pour pouvoir faire les erreurs dans un cadre sécuritaire. Ouais, ben c'est justement l'espèce de communication qui est nécessaire justement pour recevoir l'information. Sinon, les utilisateurs vont masquer les erreurs qu'ils ont commises. Et de là, on a plus de problèmes parce qu'on doit justement investiguer davantage et faire déployer des ressources techniques plus grandes justement pour aller trouver les problèmes qui auraient été causés que s'il y a la saine communication et de ne pas les repousser. Puis en même temps, c'est l'autre aspect, puis j'ai aimé un peu l'angle que tu as abordé là-dessus, c'est que c'est comme si les gens en cyber se sentaient justement jugés ou inefficaces et inaptes parce que les utilisateurs leur disent des éléments dans lesquels ils communiquent. Donc, d'être un bon receveur et ne pas soi-même se sentir critiqué ou attaqué à travers cette communication-là qui est faite par l'utilisateur, qui remonte son erreur, qui remonte la situation, qui est imparfaite aussi. Puis c'est ça aussi, il faut comprendre. Puis que l'utilisateur comprenne que la cyber est imparfaite autant que lui-même, comme utilisateur, il peut être imparfait dans son usage. Absolument, absolument. Et ça passe d'ailleurs, on rebondit sur la responsabilisation. En fait, le message est assez nuancé. Il faut faire comprendre à l'utilisateur que son action a un impact,
mais qu'en même temps, ces erreurs peuvent être sont dans un cadre sécurisé et qui peut communiquer. Donc, à la fois, ce que tu fais, c'est important, mais en même temps, c'est sous contrôle et tu peux me faire confiance pour ne pas t'humilier ou ne pas te mettre au pilori si tu fais ces erreurs. Et encore une fois, c'est une communication de la subtilité là-dedans qui peut être compliqué. Ça, je ne le remets pas en cause, mais qui est absolument nécessaire pour créer une véritable culture de la communication. Et un autre levier d'ailleurs qui est très utile pour ça, et notamment pour poser le cadre d'une relation saine avec les utilisateurs, c'est la capacité à faire comprendre les règles de manière simple. On parlait d'utiliser le langage approprié aux utilisateurs tout à l'heure. On retombe sur le même sujet. Si votre charte informatique ou votre PSSI, elle est cachée dans un document PDF de 25 pages et qu'en fait les politiques de sécurité sont inapplicables dans la vie réelle parce que en plus vous n'avez pas fait votre travail de comprendre les enjeux opérationnels des métiers. En fait, comment voulez-vous que l'utilisateur non seulement se sente responsabilisé, mais ensuite, si vous lui pointez du doigt ses erreurs, se sente capable de vous faire confiance? Parce qu'en fait, à la base, le cadre n'était pas du tout propice. Et donc, je trouve ça très important et c'est une bonne pratique à implémenter, d'arriver à, je dirais, sensibiliser aux règles du jeu en interne, souvent en la matière de la PSSI, pour justement mettre à disposition des utilisateurs un cadre actionnable, clair, facile à comprendre, dans lequel ils se sentent à l'aise et de faire son métier, parce que c'est quand même pour ça qu'il est là, et de faire des erreurs. Oui, oui, c'est très important. Puis je vais aller même peut-être un peu plus loin dans cet axe-là aussi, au sens général. Moi, j'aime bien le behavior economics, qui est une approche d'étude du comportement des humains et comment ceux-ci réagissent à certains incitatifs. Et donc, de lors, nous, en cyber, on doit utiliser ces incitatifs-là pour aider les utilisateurs à se diriger spontanément vers la bonne direction, le bon choix, et ne pas que l'utilisateur se sente piégé également. Tu parlais de charte claire, d'informations claires. Donc, l'utilisateur n'est pas à forcer énormément, que ça devienne spontané, que ça soit facile, que ça soit intuitif de faire la bonne action. Donc, un paquet de réflexions qui est de notre côté, justement, pour amener à ces éléments-là. Et l'autre élément aussi que j'aime bien apporter comme analogie, c'est la sûreté. Et ça, on n'en parle pas suffisamment en cyber de la sûreté, parce qu'on parle plus du volet, justement, virtuel et immatériel, quand le volet sûreté est beaucoup plus dans la protection de l'humain. Et quand on réfléchit plus dans la protection de l'humain, parce que la cyber, on sert à protéger essentiellement l'humain dans le processus, mais dans un contexte dématérialisé. Donc, c'est de ramener ces concepts-là aussi, va ramener une certaine réalité plus facile et plus tangible, autant pour les décideurs qui vont déployer des mesures que les utilisateurs dans leur quotidien qui vont justement avoir à naviguer, à comprendre les notions de porte-incendie, la notion qu'on a justement avec les extincteurs, tout ce qu'on nous a martelé pendant si longtemps au niveau de la sûreté, puis qui est aussi très facile à comprendre en termes de concept, ben justement de réinjecter ça dans nos communications de cyber. Là. Tout à fait, tout à fait. De toute façon, on retombe vite sur la communication, la capacité à faire des métaphores, des analogies qui sont utiles. La sûreté en fait partie. C'est plus facile de faire comprendre l'intérêt des politiques de sécurité quand on a une alternative, l'équivalent, on va dire, dans le monde réel. Et puis tu l'as dit, oui, on protège des systèmes d'information et des données, mais en fait, à la base, c'est quand même, on protège les humains qui sont derrière. Donc oui, on met des systèmes techniques pour protéger des données également, mais c'est principalement des humains qu'on sécurise in fine. Et tu fais bien d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu disais au début de ta réponse, tu fais bien d'invoquer des éléments comportementaux, tu vois, tu parlais de behavioral economics. Moi, il y a une notion que j'aime bien et qu'on met beaucoup en avant chez Cirrus, c'est la notion du nudge. Tu vois, le fait de influencer l'utilisateur dans un certain sens grâce à des actions
disons, subtile, délicate, mais efficace, c'est ça qui fonctionne le mieux en fait. Et forcément, eh bien, quand les voyants sont au vert et que, je reprends mes exemples, que ta politique de sécurité est claire et compréhensible, que tu as fait tout le travail pour te faire connaître auprès des métiers, montrer que tu étais présent, ouvrir un canal de communication, en fait, c'est autant de nudge pour l'esprit humain et pour l'utilisateur pour qu'ils se disent en fait j'ai pas de raison de ne pas montrer mon erreur ou j'ai pas de raison de faire une erreur en particulier parce que je suis bien entouré et c'est grâce à ces nudges qu'on met en place les uns après les autres qu'on construit une politique de sécurité efficace pour moi. Oui, oui, effectivement. Ça fait partie des stratégies subtiles mais efficaces qui permettent justement d'aider les gens à progresser dans la maîtrise de l'univers du cyber comme utilisateur et non comme professionnel. On va terminer ici cet épisode-là, qui est l'épisode qui est fait pour le mois de la cyber, qui est un peu plus général aussi. On vient de mettre les bases aussi un peu sur l'étendue du volet humain de la sensibilisation. Les prochains épisodes vont être beaucoup plus croustillants, disons, puisqu'on va embarquer dans des sujets très, très spécifiques, dans lesquels justement qui causent débat chez les professionnels et que je crois qui causent problème dans la capacité de véhiculer le message. Je te remercie pour cet épisode-là. C'est vraiment très, très chouette. Je pense que ça va être très agréable de poursuivre justement ces discussions-là et ces débats-là. Avec grand plaisir, Nicolas. Merci encore pour l'invitation et avec plaisir pour rediscuter de ces aspects essentiels et très intéressants. we gonna roll.